Comment prouver un harcèlement moral pour le faire cesser? Cette question peut sembler difficile et pourtant c'est pas si difficile que ça de prouver l'existence d'un harcèlement moral. Et c'est en revanche indispensable de le prouver si on veut qu'il cesse. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. La première partie, ça sera la définition du harcèlement moral. En effet, si on veut prouver l'existence d'un harcèlement moral, il faut que les agissements du collègue, du supérieur hiérarchique, ce soit bien du harcèlement moral. En deuxième lieu, je vous expliquerai comment faire la preuve que c'est un harcèlement moral. Et la troisième partie sera consacrée à comment faire cesser ce harcèlement moral. Allez, on y va! Avant de vous expliquer comment prouver le harcèlement moral pour le faire cesser, je vais d'abord définir ce qu'est le harcèlement moral. Le Code du travail affirme dans son article L1152-1 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Dans la suite, je parlerai uniquement de mal-être pour éviter d'avoir à répéter systématiquement tout ce que le Code du travail retient comme conséquences néfastes. Dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En effet, ça fait un peu long à chaque fois. Notons bien que le harcèlement moral se traduit très majoritairement par un effet néfaste sur la santé du salarié, d'où la notion de mal-être que j'utiliserai. J'ai souligné 2 expressions dans cette définition, les agissements répétés d'une part et qui ont pour objet ou pour effet d'autre part. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai souligné ces 2 points. Juste avant cela, il faut savoir que le Code pénal aussi définit le harcèlement moral dans des termes similaires au Code du travail. Le harcèlement moral est donc aussi un délit pénal puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le cœur du harcèlement moral, c'est le caractère répété des atteintes portées aux salariés. Raison pour laquelle j'ai souligné ce point. Si c'est juste une fois où l'on vous crie dessus ou alors où on vous humilie, ce n'est pas du harcèlement moral, c'est autre chose. Ça peut être considéré comme une agression par exemple, et c'est tout aussi interdit au travail. Mais ce n'est pas du harcèlement moral, non. Dans la notion de harcèlement moral, il y a ce caractère répété des actes commis par le harceleur. Deuxième critère, il faut que ces actes aient un effet néfaste sur vous, que ce soit volontaire ou non de la part de la personne qui commet ces actes. C'est le sens de l'expression qui ont pour objet ou pour effet. Pour objet, ça veut dire que c'est volontaire, le harceleur recherche votre mal-être. Pour effet, ça veut dire que le harceleur ne cherche pas forcément votre mal-être, mais qu'importe, s'il y a mal-être, c'est du harcèlement. Dans un arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation rappelle qu'aucune intention malveillante n'est requise pour caractériser le harcèlement moral. Ce qui compte, c'est l'effet objectif des agissements sur le salarié. Ces actes répétés font mal, c'est donc du harcèlement. Donc le harceleur ou l'employeur ne peuvent pas nier leur responsabilité seulement en invoquant l'absence de volonté de blesser. Il suffit que ces agissements répétés provoquent un mal-être pour que ce soit du harcèlement moral. Par exemple, un collègue aime se moquer de votre calvitie. C'est un rigolo qui fait tout le temps des blagues. Mais cela ne vous fait pas rire du tout. Il ne veut pas vous blesser, lui, il veut juste faire rire. Mais si cela vous blesse, vous avez mal, son geste a pour effet de vous faire mal, même s'il n'a pas pour objet de vous faire mal, s'il ne le fait pas exprès. Voilà donc définis les 2 points structurants du harcèlement moral, des actes répétés d'une part et qui vous font du mal d'autre part. Pour prolonger cette définition, il me faut évoquer un cas particulier. Une placardisation est considérée comme du harcèlement moral par les tribunaux. Le fait de rabaisser le salarié en lui confiant des tâches très inférieures à sa qualification, c'est ça la placardisation, c'est totalement interdit et c'est reconnu comme du harcèlement moral par les tribunaux. Pour faire la preuve que vous subissez un harcèlement moral, il suffit donc tout simplement de rassembler les 2 éléments que je viens de vous détailler. Le caractère répété des agissements et le mal-être que provoquent sur vous ces agissements répétés. Pour établir une preuve, la règle cardinale, c'est de laisser des traces écrites.
et d'observer l'effet qu'elle provoque. Ça peut être des courriers papier ou simplement des courriers électroniques dès lors que vous pouvez prouver les avoir envoyés. Avant tout, il faut informer le harceleur du mal qu'il vous fait. Cela peut vous sembler naïf, mais c'est comme ça. Il faut pouvoir prouver que vous avez demandé au harceleur d'arrêter ses agissements. C'est une manière de prouver la matérialité des agissements. S'il ne répond pas à votre courriel, c'est un indice que vos plaintes sont fondées. S'il répond, cela prouve que vous avez bien envoyé ce courriel. Si c'est possible, n'hésitez pas à recenser les agissements en montrant qu'ils ont eu lieu régulièrement. Par exemple, ce matin tu as dit ceci et cela m'a blessé. C'était déjà le cas hier et jeudi dernier aussi. Je te demande de bien vouloir arrêter de faire cela. Soyez très factuel. Et si ce n'est pas la première fois que vous lui dites ce genre de choses, n'hésitez pas à dire que vous l'avez déjà demandé et qu'il recommence tout de même. Si vous envoyez un courrier électronique ou même plusieurs à cette personne en recensant tous ses agissements que vous avez ressentis comme des agressions, cela prouvera le caractère répété de ces agissements. D'autre part, pour prouver que cela vous fait mal, il suffit de dire que cela vous fait mal. Il n'y a pas besoin de le prouver. Si votre manager vous parle mal, il n'est pas nécessaire de prouver que ça vous blesse, il suffit de dire que cela vous blesse. Vous n'allez pas l'inventer. La personne en face ne peut pas dire « Non, ce n'est pas vrai, cela ne te blesse pas ». Ça n'a pas de sens. Bien sûr, si vous avez un certificat médical, un arrêt de travail, cela confirmera vos dires et le mal-être que les agissements de votre harceleur provoquent en vous. Évidemment, ce genre de message peut se faire par écrit sur du papier, mais il est vrai que de nos jours, ça se fait très bien par courrier électronique. Et si vous envoyez un courrier électronique, n'hésitez pas à mettre des gens en copie. Vous d'abord, et de manière bien visible. En effet, quand on envoie un courriel et qu'on se met en copie de manière visible, c'est bien parce qu'on veut garder trace de ce message. C'est une manière de montrer, sans le dire, que la démarche est en quelque sorte officielle. D'autre part, vous pouvez mettre en copie des collègues qui ont pu être témoins de certaines scènes ou à qui vous avez déjà parlé de ce harcèlement. Vous pouvez aussi mettre en copie le référent harcèlement du CSE. En effet, il est obligatoire pour les CSE de désigner en leur sein un ou une référente harcèlement. Son travail va être d'accompagner les salariés possiblement harcelés. Si cette personne existe, il est très important de la tenir informée de ce qui se passe et de votre démarche. Dès lors que vous avez parlé au référent harcèlement, que vous vous êtes ouvert à des collègues de ce que vous vivez, a fortiori s'ils ont été témoins de ces agissements et que vous avez envoyé ces courriers électroniques, votre preuve est établie. Si en plus vous avez dû subir un arrêt de travail suite à ces agissements, vous pouvez le notifier dans un de ces courriels. J'étais tellement mal que mon médecin a jugé bon de m'arrêter. Il faut préciser que si cette démarche est difficile pour vous, ces courriels peuvent être envoyés par le référent harcèlement ou par un autre représentant du personnel à votre place. Ce qui est important, je le répète, c'est que le harceleur soit mis devant ses responsabilités, qu'on lui demande expressément d'arrêter ses agissements. Avant de vous expliquer comment faire cesser le harcèlement moral une fois que vous avez été en mesure de le prouver, je vous rappelle que vous pouvez mettre en commentaire de cette vidéo les expériences que vous avez pu vivre ou certains de vos proches qui auraient subi un harcèlement moral et comment ils s'en sont sortis. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous trouvez cette vidéo utile. Avant tout, je vous rappelle que même si le harceleur est un collègue ou un manager, de toute manière c'est l'employeur qui est responsable. En effet, l'employeur a l'obligation de garantir votre sécurité et votre santé dans l'entreprise. Si le fait de venir au travail dégrade votre santé, y compris votre santé mentale, alors l'employeur a l'obligation d'agir pour faire cesser la source de mal-être. S'il ne le fait pas, il est en faute. La Cour de cassation rappelle d'ailleurs dans un arrêt du 6 juin 2012 que l'employeur peut être condamné s'il ne prend pas les mesures pour faire cesser les atteintes à la santé du salarié, même s'il n'est pas l'auteur direct des faits. Vous avez donc suivi les conseils que je vous ai donnés. Vous avez parlé de ces choses autour de vous. Vous avez écrit des courriels à la personne qui vous harcèle moralement en lui demandant de cesser ses agissements. Vous vous en êtes ouvert au référent harcèlement de votre CSE ou à un autre représentant du personnel, mais les agissements ne cessent pas. Il est temps alors de saisir la direction de votre entreprise ou de votre établissement.
il faut la mettre devant ses responsabilités. À ce point-là de la procédure, je vous déconseille d'utiliser le courrier électronique. Il faut passer à un autre mode de communication, plus formel celui-ci, le recommander avec accusé de réception, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une preuve légale. Même si le destinataire d'un courrier recommandé ne va pas chercher le courrier ou ne le réceptionne pas, la justice considère qu'il en a pris connaissance. Ce serait trop facile sinon, suffit de ne pas aller le chercher. Ben non, ça marche pas. Ensuite, une direction d'entreprise sait très bien ce que signifie l'envoi d'un tel courrier. Même si vous ne le dites pas ouvertement, ça veut dire que vous faites les choses sérieusement, de la manière la plus formelle possible, au cas où vous seriez obligé de saisir le juge ou l'inspecteur du travail. Vous êtes donc beaucoup plus crédible que si vous venez simplement, les mains dans les poches, pour vous plaindre oralement. Si vous vous contentez d'informer oralement la direction, il n'y a pas de trace, pas d'écrit, pas de preuve, et votre direction pensera que votre démarche n'est pas solide. Il lui suffira de mettre la tête dans le sable quelque temps en attendant que passe l'orage. Alors qu'un courrier recommandé avec accusé de réception vous permettra d'être pris au sérieux. Dans ce courrier, il est important de relater les agissements du harceleur. Il est important de le nommer, si possible d'indiquer les dates et les faits et de décrire ces faits. Et bien évidemment, des preuves des courriels envoyés, pour montrer que vous lui avez déjà demandé gentiment d'arrêter en expliquant le mal que ça vous faisait. Attention, ne me dites pas « ça sert à rien d'écrire à la direction, ils vont de toute façon rien faire ». Car si vous n'écrivez pas à votre direction, c'est vous qui leur donnez l'opportunité de ne rien faire, car rien ne les y obligera. D'ailleurs, je vous propose une lettre type à écrire à votre direction. Le lien est ici en haut de l'écran, il suffit de cliquer dessus. Et vous retrouverez aussi le lien dans la description de la vidéo. Souvent, les salariés harcelés ont peur de dire qu'ils vont mal, ils ont souvent peur qu'on se moque d'eux. Pourtant, c'est un passage obligé si vous voulez prouver que vous êtes harcelé. Il faut dire et même écrire le mal que cela vous fait, même si ce n'est pas facile. Une fois que la direction a reçu ce courrier en recommandé, attendez quelques jours qu'ils vous contactent. C'est à eux de régler le problème maintenant, pas à vous. Si un de leurs salariés se comporte mal, c'est à eux de faire cesser les agressions morales. L'employeur doit diligenter une enquête et prendre des mesures susceptibles de mettre fin à la situation de harcèlement. C'est la loi. Et si la direction ne lance pas la procédure dans les jours suivants, il faut écrire à nouveau. Dans le mois qui suit le premier courrier, je dirais. Toujours en recommandé avec accusé de réception, bien sûr, en indiquant que vous avez déjà écrit et qu'il n'y a pas eu d'effet. Mais cette fois-ci, il faut donner une date limite de résolution du problème, en indiquant que si cela n'est pas fait, vous saurez saisir les autorités compétentes, entre guillemets. Ils comprendront. Il est très important de montrer votre détermination, car les entreprises dans cette situation, souvent, attendent que l'affaire se dégonfle d'elle-même. Ainsi, s'ils commencent par ne pas répondre, le fait d'écrire à nouveau montrera qu'il est inutile pour eux d'espérer une résolution spontanée du problème. À ce stade de la procédure, vous comprenez que si la situation n'avance pas, il vous faudra peut-être saisir le juge compétent ou l'inspecteur du travail. Mais en tous les cas, vous aurez mis tous les atouts de votre côté. Vous aurez des écrits qui relatent les faits. Vous aurez saisi comme il se doit la direction qui aura donc failli dans son obligation de garantir votre sécurité dans l'entreprise. Si vous décidez de saisir la justice, en revanche, il faudra vous faire assister d'un avocat pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous aurez donc compris la chose la plus importante. Avant de saisir la justice, et même l'inspection du travail, il faut toujours faire le travail de communication avec vos collègues, avec votre hiérarchie, avec la direction de votre entreprise ou de votre établissement. Là, vous aurez mis toutes les chances de votre côté de voir le harcèlement cesser. Surtout, ne faites pas comme trop souvent les gens ont l'habitude de faire. N'imaginez pas que parce que vous êtes gentil, on va être gentil avec vous. C'est exactement l'inverse. Si vous envoyez les messages qui laissent des traces et que vous exigez de la direction qu'elle assume ses responsabilités, vous construisez la preuve qui vous aidera à sortir de ce harcèlement. Je me dois aussi d'évoquer un moyen important qu'ont les membres du CSE pour faire cesser un harcèlement. Le droit d'alerte sur les droits fondamentaux des salariés. C'est l'article L 2312-59 du Code du travail qui décrit cela.
En substance, si un élu du CSE, titulaire ou suppléant, saisit la direction au nom de ce droit d'alerte, la direction doit diligenter une enquête sans délai avec le représentant du personnel qui l'a saisi, puis prendre les décisions qui permettront de mettre fin aux agissements coupables. Dernier point très important à connaître. Le Code du travail protège aussi celles et ceux qui dénoncent les faits de harcèlement. C'est l'article L1152-2 du Code du travail. Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant de bonne foi relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet de mesures de rétorsion. Et si une personne devait être licenciée suite à dénonciation d'un harcèlement, ce licenciement serait nul aux yeux de la loi. Ça signifie qu'un juge déciderait que le licenciement en fait n'a pas eu lieu. Nul, ça veut dire qu'il n'a pas eu lieu. Et que la personne serait donc réintégrée dans l'entreprise à son poste avec paiement de tous les salaires que ce salarié n'aurait pas touché depuis son licenciement, puisque juridiquement, ce licenciement n'a pas eu lieu. Cela est très différent d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne vous donnerait que quelques dommages et intérêts. Une autre chose qui peut vous être très utile et que je souhaite évoquer rapidement avant de terminer, si la situation est tellement difficile à vivre pour vous au travail qu'il ne vous est plus possible d'y retourner tant l'atmosphère est insupportable pour vous. Vous avez deux moyens pour rompre votre contrat de travail au tort de l'employeur. C'est la prise d'acte et la résiliation judiciaire du contrat de travail. De la sorte, vous ne vous sentirez pas obligé de démissionner sans aucun avantage, aucune indemnité ni aucun droit aux allocations chômage. J'espère que ces quelques conseils vous rendront plus fort au travail pour mieux défendre vos droits fondamentaux, car un homme averti en vaut deux, et ça marche aussi pour les femmes.